Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. La semaine dernière, pour ceux qui ont l'habitude, les quelques-uns qui sont là toutes les semaines, j'étais pas là. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais en repos, j'ai aussi le droit de me reposer, mais là on repart à fond, on repart avec un secteur d'activité un peu particulier. C'est vrai qu'on ne met pas souvent dans les mêmes phrases opéra et économie, c'est vrai. Et vous le savez, j'ai déjà reçu des acteurs de la vie culturelle et il y a bien évidemment à la fois des relations avec le secteur entre le secteur culturel et l'économie, mais en plus ce soir, on va parler d'économie, mais on va aussi, à mon sens, parler de responsabilité sociale et de responsabilité sociétale avec Georges Ottavi. Comment ça va bien? Ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Ben, merci, merci. Georges Ottavi qui est chargé de développement à l'opéra. On dit l'opéra théâtre ou l'opéra de Limoges? L'Opéra Limoges. L'opéra de Limoges. Voilà, il va tout nous expliquer comme il faut. Alors, vous connaissez les règles. Hein. Les règles, c'est que, ben, bien évidemment, vous êtes là pour écouter, vous êtes là pour poser des questions. Profitez-en, quand il va rentrer chez lui, ce sera trop tard, bien évidemment. Par contre, c'est toujours les mêmes règles. Donc, vous savez, on est chez moi. C'est pas parce que c'est du virtuel, hein, qu'on se voit pas, que il faut être désagréable. Hein. Sur Internet, souvent, ça peut arriver que les gens soient désagréables. On peut ne pas être d'accord avec Georges, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais on le dit gentiment et tout se passe bien. Voilà, allez, on voit, on a déjà un premier invité de marque, hein, Walter, un célèbre animateur de radio de Limoges et d'ailleurs qui propose tous les samedis matins, je vous la conseille, une émission de radio extrêmement complète. C'est le live, hein, sur RTF. Allez, salut Walter. On va commencer tout de suite parce qu'il y a plein de choses à dire. Vous allez voir. Alors, Georges, puisque tu as déjà regardé un peu l'émission, il y a toujours la première question, c'est que moi j'aime bien inviter des professionnels, j'aime bien inviter des experts, des gens qui s'y connaissent dans leur business et tout. Mais ce que j'aime inviter d'abord, c'est les gens. Et j'aimerais savoir qui est Georges, qui est le chargé de développement, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qui l'a amené à être chargé de développement, et puis qu'est-ce que c'est que chargé de développement. Bon, super. Alors, ne m'en veux pas, je suis directeur du développement. Directeur et pas chargé, mais pas oui, grave. chargé c'est l'autre en dessous, s'il y en a un autre, voilà. Directeur du développement, Non, c'est mais vrai. c'est vraiment pas grave. Et c'est marqué en plus à l'écran, ouais. C'est vraiment pas important. Et écoute, c'est un jeu de plein de choses. Ouais. Alors, je suis passionné de sport, passionné de rugby, et j'ai toujours voulu travailler dans un collectif. Ça a toujours été mon truc, de me dire, allez, il faut trouver un univers dans lequel je retrouve les valeurs que j'apprécie énormément. Alors, ça fait souvent rire les gens, parce qu'ils disent, mais c'est quoi, mais quel rapport avec le milieu du sport, pourquoi ils nous parlent de rugby? Mais pour moi, c'est hyper important. Et du coup, avant de lancer en fait ma carrière professionnelle, j'ai pas mal voyagé. J'ai travaillé pendant 2 ans pour le groupe A+, qui est un groupe en fait qui appartient à Canal+. D'accord. Et du coup, je résidais principalement au Burkina Faso, mais je voyageais entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et D'accord, donc en Afrique. En Afrique. Ouais. Donc voilà, j'ai découvert énormément de choses et j'occupais un poste d'administrateur général. Et le jeu de rencontre a fait qu'à un moment donné, je suis arrivé en Limousin, où là, j'ai découvert un tout autre univers. Et j'étais donc plutôt dans l'art contemporain. Donc là, une autre passion également. Et de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance de l'Opéra Limoges avec un super projet. Une très très belle équipe, donc j'ai postulé. Et là, ça rejoint en fait la présentation de départ au poste effectivement de chargé. D'abord chargé. Exactement. Et puis après, comme il a été bon. Chargé du mécénat, voilà. Et c'est vrai que je pourrais pas vraiment te l'expliquer, parce qu'il n'y a pas vraiment, entre guillemets, d'histoire par rapport à ça, mais un affect incroyable vis-à-vis de l'Opéra Limoges, et une vraie passion par rapport à la culture, et par rapport au métier que j'occupe, qui est principalement à la base de lever des fonds, et puis après, sur d'autres missions, de participer ou de contribuer au développement. Alors, on va prendre le temps tranquillement de Bien voir, sûr. c'est bien joli de dire ça, on a bien compris, tu as travaillé en Afrique, tu arrives à Limoges, le théâtre, enfin l'opéra, l'art contemporain, mais directeur du développement, tu as prononcé 2-3 fois mécénat. On reviendra sur le mécénat parce que c'est vrai que c'est une dimension tout à fait particulière. On avait reçu ici, je crois que tu as vu l'émission, Catherine Terrade, hein, qui a lancé avec Denis Lanard un club de mécénat. Hein. D'ailleurs, si elle est dans les parages, ça serait bien qu'elle se fasse connaître. On reviendra sur l'aspect mécénat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi un responsable du développement, un directeur du développement? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Et quelles sont les compétences que tu dois avoir pour occuper ce poste? Alors, je serais vache. Pour mes collègues qui regardent, je dirais aucune. Ouais.
Mais je pense que c'est d'abord, tu vois, le développement au sein d'une structure culturelle, c'est d'abord un ensemble de services au public, dans Ouais, lesquels tu vas avoir la relation culturelle. ouais. Donc ce sont toutes ces actions, tous ces ateliers pédagogiques Hmm, qu'on peut avoir pour essayer de mieux faire comprendre notre métier, pour essayer de hmm. mieux faire découvrir la structure. Tu as toute la communication qui est hyper importante, la D'accord. communication Donc de le champ l'institution. communication, elle rentre dans ton giron. Effectivement. Hmm, Alors, je te fais une petite parenthèse. Dans hmm. toutes les structures ont une organisation qui leur est propre. Mais de Ouais, manière générale, quand même, en France, tu retrouves ce schéma-là, où dans le développement, tu as à la fois toute la relation culturelle, toute la partie communication, tout ce qui est inhérent en fait au service, l'aspect un peu commercial, c'est-à-dire hmm. la billetterie, les locations des Ouais, espaces, le bar, pour ouais, lesquels d'ailleurs on a également là, à cet endroit-là, une responsable. ouais. Et ce qui nous amène aujourd'hui, ce que nous on appelle les programmes vocaux Hmm, participatifs, c'est-à-dire ces programmes qui sont à la fois sur le champ hmm. artistique, mais sur d'autres domaines d'inclusion par l'artistique, et on le verra ensuite, qui peuvent concerner également l'emploi. Alors, on va y arriver sur ces programmes. Ça veut dire aujourd'hui que un opéra, c'est plus simplement un endroit où on vient parce qu'on aime la musique. C'est la musique ou l'art lyrique, on va dire. Hein. Je vais essayer de Non, non, d'utiliser les bons mots, mais c'est l'art parfait. lyrique, c'est une entité dans un environnement qui prend sa place pleine et entière. Et donc, vous avez à la fois une mission d'accueil, alors bien évidemment des artistes, des spectacles, etc. Mais j'ai un peu l'impression, et j'ai vu ça au travers de la préparation, que vous avez une, une sorte de place à l'intérieur de la cité qui va au-delà de ça. Alors là, écoute, tu pouvais pas nous faire plus plaisir parce que t'as tout bien résumé. L'opéra, pour reprendre une formule qui a été utilisée par Monsieur Paulet de Faye, l'opéra c'est plus que l'opéra. C'est un endroit dans lequel effectivement tu y vas pour découvrir des spectacles, mais tu n'y rentres pas que pour ça. Tu peux très bien aller à l'opéra pour demain coworker, pour rencontrer des équipes artistiques, pour développer un projet. Tu peux très bien te rendre à l'opéra effectivement pour des programmes vocaux, parce que tu es un enfant, parce que tu es un adulte et que tu rentres dans un de ces programmes qui te plaît, qui t'intéresse. Comme tu peux très bien aller à l'opéra pour découvrir une conférence, un Bien sûr. TEDx, une Ouais. scène électronique, un concert de jazz, de hip-hop, de Mm. rock. Donc oui, Voilà. je pense que notre ambition, en tout cas, elle est là. Elle est vraiment de se tourner vers les gens. Alors je pense que vous en serez encore plus convaincu tout à l'heure, et c'est un peu aussi pour ça hein, qu'on fait ce genre d'émission. L'opéra, c'est aussi votre maison quelque part. C'est aussi votre maison. C'est vrai que pendant très longtemps, C'est vrai. l'opéra avait une image, mais c'est un peu comme le théâtre, hein, ça a été le cas aussi pour le théâtre, etc. On se disait c'est pour les autres, c'est pour ceux qui connaissent, etc. Non, bien sûr, il y a une culture à aller chercher à l'opéra, mais il se passe plein de choses et vous pouvez aussi vous la faire en poussant les portes. Hein. C'est comme ici. Hein. En fait, vous poussez les portes de mon salon et vous avez les acteurs de la vie de tous les jours qui sont là C'est pour vous vrai. dire finalement c'est simple, venez nous voir, venez chez nous. Bon, allez, on va rentrer un peu dans le sujet. Donc je vois qu'il y a toujours du monde. N'hésitez pas. J'espère que Walter, tu es toujours là. Dis-moi surtout si on entend bien. Hein. Le son, c'est toujours mon angoisse. Alors on est là pour, au départ, hein, le point de départ, c'est ce projet, un chant, une chance. Un projet qui est à l'origine en 2018. Donc, vas-y, fais-nous un peu la genèse de ce projet depuis 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Alors, je vais essayer d'être synthétique. Ouais. On a un programme qui s'appelle Opéra Kids. Ce programme-là, en fait, il est en lien avec des enfants de Limoges et de l'agglomération. C'est un programme pour lequel F. Christophe, qui est la responsable artistique et pédagogique de la plateforme vocale, distille et mène des ateliers chaque semaine avec ses enfants. C'est un projet, enfin c'est même pas un projet, c'est un programme très fort de l'Opéra Limoges qui nous a permis de développer pour le coup énormément d'actions en lien avec les gens. En 2018, c'est les 2 années de ce projet-là qui commencent quelque part, si tu veux, à être connus. On commence à nous identifier au niveau des collectivités, au niveau des acteurs locaux et de nos partenaires, de dire ah ben tiens, à l'Opéra Limoges, il se passe quelque chose, il y a un programme vocal, c'est hyper intéressant, il y a des enfants, c'est génial, il faut s'y intéresser, il faut écouter.
Et là, la DRET, donc anciennement la Direct, nous contacte, donc une équipe de 3 personnes, Marie-Christelle Granet, Véronique Dupuis-Christophe et Nathalie Rodier, viennent nous voir avec Priscille Méquin pour nous dire, écoutez, on connaît Opéra Kids, et nous, derrière, en fait, on a un projet national, qui pourrait vous intéresser. On se dit, tiens, finalement, ce que vous avez avec Opéra Kids, l'inclusion sociale par l'artistique, on pourrait l'avoir avec des adultes éloignés de l'emploi. Et donc là, projet hyper ambitieux, projet de territoire, avec l'idée de mêler et de faire entrecroiser à ça plein d'associations, plein d'acteurs liés à l'emploi, plein de personnes qu'on ne connaissait pas, dont le but serait d'avoir un fil rouge, l'opéra des ateliers, et à côté de ça, au fur et à mesure, un ensemble de petits ateliers ou d'ateliers tout aussi importants mais connexes, qui pourraient permettre à la personne qui rentre dans le programme de reprendre confiance et, in fine, de développer un projet professionnel. Le projet n'a pas abouti. D'accord. C'est-à-dire que pourtant, il y avait du lourd. Hein, il y avait du lourd. Il y avait du lourd. Ouais. Il y a eu plein de rencontres, il y a eu plein d'échanges, on a rencontré plein de monde. Mais comme disent les Africains, c'est fait mais c'est pas fait. C'est-à-dire que le projet a abouti mais il n'a pas abouti. Il a abouti différemment. Donc, et la version en fait aujourd'hui d'ailleurs nous plaît énormément. C'est-à-dire qu'au terme d'1 année d'échange avec tout le monde, avec tout ce joli monde, on s'est dit, in fine, ça ne pourra pas fonctionner avec autant de participants. On va leur amener à une taille, on va dire, un peu plus humaine, un peu plus réduite. Et on va travailler, en fait, avec des moyens un peu plus relatifs. De là, et on les remercie parce qu'il y a eu un effet, comme je le disais tout à l'heure, catalyseur, c'est-à-dire qu'ils ont permis de démarrer le projet. La DRET nous a donné cette subvention. Et avec cette subvention, pendant 1 année, on a développé la première année du projet Un Champ de Chance, c'est-à-dire chaque semaine, un atelier d'1h30 pour 45 participants, dont l'objectif principal était de reprendre confiance en soi. C'était ça l'origine du projet. Bien. Alors, je vois qu'il y a du monde là. N'hésitez pas à vous faire connaître. Hein, surtout, dites-nous qui vous êtes. C'est toujours intéressant. Et puis, moi, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Donc, vous n'hésitez pas non plus. Alors, la première question, je vais être un peu taquin parce que je connais à la fois, de par mes expériences et mes relations, le secteur culturel. Et je connais très, très bien, je dirais encore mieux, le secteur de l'emploi. C'est un choc des cultures. Parce que même, et je connais très bien, comment elle s'appelle, Véronique, c'est Dupuis-Christophe. Véronique Dupuis-Christophe, oui. Voilà, je la connais bien. Je connaissais bien Priscille Méquin aussi, hein, qui maintenant est partie. Mais je connais bien aussi les acteurs de terrain de l'emploi, de la formation. Et à un moment donné, tout le monde est bien un peu partant pour des projets de mobilisation autour de la grande thématique du retour à l'emploi. Après, ça devient beaucoup plus compliqué de faire passer cet intérêt aux premières personnes concernées. C'est-à-dire qu'on va voir les gens qui sont en salle, on va voir les gens qui suivent des programmes d'insertion, etc. Mais bien souvent, si l'activité est un peu éloignée de ce qu'on connaît, j'imagine déjà la tête d'ici, hein, j'ai déjà fait ce genre de choses, dire à des gens, voilà, si ça vous intéresse, on peut bosser autrement, on peut aller à l'opéra. Et là, c'est compliqué. En plus, c'est pas l'univers de l'opéra, du côté de l'insertion, c'est pas leur univers. Comment s'est fait cette mise en relation, cette acculturation? Alors, c'est vrai que pour les gens qui découvrent un peu tout ce qu'on est en train de se raconter, on a donné des noms comme ça. Pourquoi je l'ai fait volontairement? Parce que ici à Limoges, tu as des acteurs de terrain, que ce soit du côté de l'État, donc de la préfecture pour la politique, enfin, anciennement pour la préfecture, pour la politique jeunesse et même pour la politique sociale de la ville, et la directe. On avait quand même, si tu veux, entre guillemets, le 5 majeur, qu'on avait quand même entre Mélanie, Véronique, etc. On avait des gens, et on les a toujours des gens très engagés. C'est vrai que le côté interpersonnel est très important sur notre territoire. Exactement. Et la proximité joue un rôle très important. Et elles ont su, si tu veux, nous partager ça. Nous, structure culturelle, on avait cette idée comme ça de pouvoir porter des projets dans les quartiers politiques de ville, mais on n'avait pas forcément les clés d'entrée. Donc, pour répondre à ta question, sans forcément répondre vraiment pile poil à ta question, nous-mêmes, on s'est dit, mais attends, si demain, tu vas au Porteferré, à Beaubreuil ou Val-de-Laurence pour essayer de rencontrer en fait des gens et leur permettre en fait de rentrer dans un programme, c'est quoi la clé d'entrée? Comment en fait tu les abordes? Et je pense que ce sont elles qui nous ont expliqué, notamment en faisant connaissance avec les acteurs socioculturels, avec les centres, etc.,
déjà ça, d'arriver nous-mêmes à nous intéresser, à mieux comprendre, entre guillemets, l'univers, à mieux comprendre l'univers dans lequel on mettait les pieds. Pour l'emploi, pour l'emploi, c'était encore un level, je pense, au-dessus. Pour le coup, on avait aussi été beaucoup aidé par Limoges Métropole. Oui. Et je pense notamment à l'équipe de Mathieu Bourdon, qui avait cette connaissance-là et qui nous ont permis de repérer 4 acteurs. Alors tu vas peut-être m'aider pour les sigles, parce que je ne les connais pas par cœur. Le PLI. Le PLI, forcément, le plan local d'insertion Merci. économique. Le CIDEF. Oui, les femmes. Exactement, très important. Oui. La mission locale, et on en parlera peut-être un petit peu après. Bien sûr, bien sûr. Et Cap Emploi pour le handicap. Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Donc, pour le programme Un champ de chance, avec ces 4 organismes-là, on a créé des ateliers qui nous permettaient, nous, de rencontrer sur la base du volontariat des adhérents, enfin on ne peut pas parler d'adhérents, mais on va dire des gens qui sont dans ces organismes-là. Oui, des bénéficiaires. Les bénéficiaires qui auraient pu ou qui pouvaient être intéressés par les projets. Et je pense que là, pour le coup, c'est F. Christophe, qui est le responsable artistique, qui entre guillemets, a fait la différence, qui a su leur dire, mais attendez, un champ de chance, c'est 1h30 dans une semaine, et 1h30 au cours de laquelle on va apprendre ensemble, mutuellement, plein de choses. Et je pense qu'elle a réussi, et elle réussit très bien, parce qu'elle réussit avec nous aussi, à les convaincre du bien fondé du programme, et elle avait raison. Bon. Alors on va aussi évacuer tout de suite un point, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, Georges l'a abordé, il a dit on a touché une subvention. On s'est dit, attends, ils sont malins à l'opéra. À l'opéra, ils montent des trucs pour les chômeurs. Hein, je grossiterai, mais bien évidemment, vous me connaissez. Ils montent des trucs pour les chômeurs et comme ça ramène des sous. Eh ben non. Eh ben non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous bénéficiez de subventions pour financer complètement le projet. Vous prenez rien au passage. Hein, je le dis vulgairement, vous prenez rien au passage. C'est ça. On est à ce niveau-là, c'est pour ça que, pour en parler un petit peu, c'est pour ça qu'on en a parlé avant le début de l'émission. Oui. C'est une règle de base qui est importante, notamment quand tu réponds à des appels à projets pour financer des projets. C'est une règle de base dans les bilans qu'on te demande. C'est-à-dire qu'entre le budget prévisionnel et le réalisé, les fondations, les pouvoirs publics, ils vont pointer ça en disant attention, la subvention, elle doit servir à un axe du projet. Elle ne doit pas servir en fait au fonctionnement du projet. Donc les subventions, elles ne vont pas venir, par exemple, financer des salaires. Elles peuvent participer, si tu veux, à des charges artistiques, c'est logique, mais elles vont d'abord, si tu veux, financer le projet en lui-même. Bien sûr. Et ça, quand tu réponds à un appel à projet, si tu n'es pas capable de l'expliquer, derrière, tu peux être sûr et certain que tu n'auras pas la subvention à louer. Et alors, c'est bien, mais c'est compliqué, parce que tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'en gros, les projets vivent principalement à travers ces subventions-là. Donc chaque année, quand on n'a pas des financements pluriannuels, c'est un jeu passionnant, mais ça reste un jeu. Tu recommences en fait, tu recommences ça. À chaque fois. Donc voilà, c'est pas plus mal parce que ça nous oblige aussi, nous, en tant que porteurs de projet, d'être attentifs à cette relation-là. Et ça évite quelque part que tu aies une relation uniquement bailleur de fonds, porteur de projet. C'est vrai. Bon, après, c'est un peu compliqué de toujours être dans cette logique. Alors, c'est bien d'être dans une dynamique mode projet. C'est un peu compliqué de revenir. 12 mois, ça passe vite. Souvent, il faut refaire les mêmes choses. Et puis, entre-temps, alors non seulement il faut demander, mais il faut aussi rendre des comptes. Parce que vous n'avez jamais... tout ça, c'est toujours un exercice un peu compliqué. Alors, tu vas nous parler de ces fameux ateliers. Alors, moi, j'ai déjà plein de questions, bien sûr, sur... déjà parce que tu as bien travaillé, et puis parce que quand j'écoute, je me pose des questions. Des ateliers avec 45 personnes. Voilà. Et alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est on va commencer par la fin. On va voir un premier résultat. C'est-à-dire que tout au long de cette émission, je vous ai choisi 3 extraits de personnes, je crois que c'était le programme 2020, qui ont, c'est un peu une présentation de travail. Alors, il faut être indulgent parce que je vous ai pris 1 minute 30 sur un monologue de 4, 5, 6 minutes. Alors, voilà, c'était pas possible dans l'émission, mais regardez quand même, écoutez, ressentez. C'est important. Ces gens-là se sont mis en danger. C'est pas facile de se mettre face comme ça
à une caméra, c'est pas facile de déclamer un texte, parce qu'on en est là, ils sont pas en train de réciter. Vous allez voir, il y a quelques, on dirait, il y a peut-être quelques maladresses. Moi, je vois surtout, il y a énormément de compétences. Allez, c'est parti, on regarde et puis on en discute après. Ce n'est pas bien de se faire du mal. La vie m'a arraché bien des larmes, mais elle n'a pas réussi à effacer mon sourire, qui, bien souvent, maquille les chagrins pour surmonter les épreuves de la vie, telles que les peines de cœur, la perte d'un être cher, le combat d'une maladie, la souffrance intérieure. On dit que je fais partie de ces femmes courageuses qui ont réussi avec le temps à acquérir une sensibilité, une compréhension de la vie qui nous remplit de compassion, de douceur et d'amour. La bonté ne vient jamais de nulle part. Pour comprendre les choses, il faut les avoir vécues. Ah voilà, voyez, ça a coupé. Ça a coupé. Alors, il y a plein de portraits comme ça. Hein. Enfin, c'est pas des portraits, hein, c'est des séquences. Moi, je trouve ça particulièrement émouvant. Là, on va quand même rendre hommage. C'était Véronica. Véronica qui est... Donc la séquence, bien évidemment, elle est beaucoup plus longue. Et elle nous parlait de l'importance, et on ne peut qu'être d'accord avec elle, de profiter de l'instant présent. Croyez-moi, demain, il sera suffisamment tôt pour que ça aille mal dans notre vie. Donc si on a un petit moment de bonheur aujourd'hui, hein, profitons-en. Ça, c'est un résultat de travail. C'est un cliché, à un moment donné, sur un travail. Donc, avant d'en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu les ateliers, comment ça se passe? Avant d'en arriver là, c'est des heures et des heures d'ateliers, à la fois individuels et collectifs. Si nous, on devait rentrer dans le programme, il y aurait ces deux axes-là. On ferait la connaissance d'Ève, de l'équipe projet, du groupe avec lequel on évolue. Et il y a ces deux modalités qui sont importantes. Il y a les ateliers collectifs durant lesquels, effectivement, on a Ève en face qui est là pour nous aider, pour nous faire des exercices, pour nous apprendre à chanter également. Il y a aujourd'hui Thomas, qui est donc chef de chant, qui est le pianiste que tu entends d'ailleurs sur cette vidéo, qui est là pour nous accompagner, pour nous aider à travailler. Ça, ce sont les ateliers collectifs, ateliers durant lesquels il se passe une multitude de situations qui servent à la fois au développement de la confiance en soi et également, comme je l'ai expliqué un tout petit peu, à travailler aussi des productions artistiques dans lesquelles on pourra être impliqué, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. À côté de ça, tu as les ateliers individuels. C'est ces ateliers que tu vas voir directement avec Ève. Je pense que c'est des moments, et Thomas d'ailleurs, ce sont des moments peut-être un peu plus, je ne sais pas comment le qualifier, mais peut-être un peu plus, pas important, mais différent. C'est des moments où on va pouvoir se livrer peut-être plus facilement. On n'est pas en groupe, donc il y a des choses qui vont ressortir. Il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir dire, qu'on aurait peut-être plus de difficultés à pouvoir partager. Ou, voilà. Je crois que ces deux modalités-là, mis bout à bout, pendant un an, elles ont permis pour chacune et chacun de libérer des choses et de permettre justement, comme tu peux le voir pour Véronica, d'acquérir une diction parfaite, d'être à la fois dans l'émotion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement que ce qu'elle dit. Oui, bien sûr. Il y a aussi la posture, il y a le regard, tu sens qu'elle nous fait passer quelque chose. Et ça, crois-moi, et je pense qu'il y a 3 ans, on aurait eu cette discussion, j'aurais pas pu t'en parler de la même façon. Je pense que nous qui le vivons au quotidien, nous-mêmes, ça nous a littéralement changé. Nous-mêmes, par rapport à certains préjugés ou peut-être certaines approches qu'on pouvait avoir, ça a modifié notre perception. Alors, les ateliers individuels, tout le monde est concerné? La totalité du groupe participe à des ateliers individuels, oui, effectivement. D'accord.
Donc le principe initial, c'est effectivement travailler sur, je dirais, les grandes techniques, on va dire, de l'opéra, voilà. Et en fait, au travers de ça, se remettre en cause, adopter les bonnes postures, éventuellement respecter certaines consignes, s'approprier des comportements, des consignes, qu'ensuite on va exploiter, ni plus ni moins, que dans les démarches d'insertion professionnelle. Mais on est bien d'accord que Ève et Thomas ne sont pas là pour, eux, faire le lien directement avec l'emploi. Eux, ils sont là pour accueillir et accompagner ces personnes sur les techniques et le travail et l'épanouissement, parce qu'il ne faut pas non plus dire que c'est que le travail artistique, qu'ensuite les gens, les bénéficiaires, vont exploiter à leur guise. Ça te donne en fait un bagage, ça te donne tout un tas de références, tout un tas d'endroits, tout un tas de repères sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer et qui sont effectivement ensuite importants, mais quel que soit le projet de vie que tu peux avoir. Aujourd'hui, dans les participants, il y en a certains qui n'ont pas pour objectif de retrouver du travail. Je crois que pour certains d'entre eux, l'objectif déjà, il est de se sentir bien avec eux et avec l'extérieur. Je pense que déjà, arriver à ça, arriver à leur redonner confiance, je veux dire, ça reste un échange mutuel, mais si on arrive à ça, c'est déjà un pari gagné, quoi. Et crois-moi, je pense que si on devait parler, tu vois, entre guillemets, de politique d'emploi, de politique d'insertion, de réinsertion, on le sait, des programmes, des institutions, des réseaux, des organismes, il en existe plein. Mais ce que Un Champ de Chance nous permet de constater, c'est que lorsqu'on travaille en effectif plus réduit, lorsqu'on travaille directement, même si ça prend du temps, effectivement, les résultats sont beaucoup plus conséquents. Alors, on va être honnête aussi, enfin, j'en sais rien, puisque j'ai pas la réponse. Je vous rappelle, vous pouvez poser des questions, hein. Je vous le dis, après, si vous voulez pas poser de questions, ça, généralement, quand il n'y a pas de questions, c'est que l'invité est extrêmement clair, et c'est vrai que c'est le cas de Georges. Ces programmes-là, ce type de programme, on dira, il y a aussi de la déperdition. Oui. Est-ce que là, c'est le cas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit à un moment donné, non, ça va au-delà de ce que je me sens capable de faire? Alors, ta question, elle est chouette parce que, tu le sais, généralement, quand on porte un projet, on a souvent cet orgueil de dire « mais non, mais mon projet, il est génial, tout est super ». Et en fait, le projet peut être génial. Hein. Le projet peut être génial. Et je pense que c'est important de communiquer aussi, de pointer des difficultés. En l'occurrence, celle-ci, non. C'est pareil de l'autre côté pour Opéra Kids. Le taux d'adhésion, il est de 100%. Les départs, en fait, ils s'expliquent parce que certains d'entre eux ont trouvé du travail et qu'à un moment donné, parce que dans le parcours de vie, le parcours familial, c'était impossible techniquement de pouvoir continuer à suivre les ateliers. La déperdition, elle s'est faite à 1 ou 2 personnes, aussi en lien avec la crise sanitaire. Le projet a démarré en février 2020. Un mois plus tard, impossible de se retrouver. Donc du coup, on a adopté des ateliers numériques. Donc on a utilisé en fait des outils qui sont les nôtres là aujourd'hui dans ton salon. Et tu vois, ça par exemple, typiquement, ça aurait pu éloigner entre guillemets des participants. Au contraire, pareil, taux d'adhésion 100%. Donc finalement, aujourd'hui, on a resserré le groupe à 25 personnes. Parce que sur les 45, tu en as 20 qui ont quitté le programme parce que derrière, il y avait une issue ou quelque chose de positif qui les attendait. D'accord. Dans les 25, ça ne veut pas dire que les 25 n'ont pas retrouvé travail ou qui ne sont pas, tu vois, engagés dans un parcours ou un projet. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, il y a un plaisir, il y a quelque chose qui s'est construit. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit de moins en moins projet et on dit surtout programme, parce que c'est plus un projet, il n'y a pas, une fin, c'est une action à part entière de l'Opéra Limoges, c'est un programme qui existe et qui continuera d'exister. Très bien. Alors, ce que les gens savent moins, donc tu nous en as parlé un petit peu tout à fait au début, tu insistais sur la mobilisation notamment des services de l'emploi, ce qu'on appelle le service public de l'emploi, hein, pour que les gens ne connaissent pas. Anciennement la Direct, aujourd'hui la DRETS ou la DETS, Cap Emploi, Mission Locale, etc. Mais ça, ce sont des opérateurs, ce sont des gens qui sont payés pour. Eux, leur boulot, c'est de mettre de l'émulation dans un certain nombre d'activités pour que cela bénéficie aux bénéficiaires, justement. Ceci dit,
euh, vous êtes un peu dans une autre sphère avec l'opéra et il y a besoin, ou en tout cas, visiblement c'est imposé dans le projet, la nécessité ou le besoin ou l'intérêt, en tout cas la cohérence d'intégrer des partenaires. On revient sur cette histoire de proximité tout à l'heure, alors c'est peut-être un peu moins vrai sur d'autres départements qui nous regardent, mais nous ici effectivement la proximité est extrêmement importante et finalement quand on arrive à mobiliser des partenaires, les choses sont beaucoup plus faciles. Je crois qu'il est important que tu nous dises un petit peu qui sont les partenaires qui vous accompagnent dans cette action et pourquoi faire en fait, quels intérêts elles trouvent et comment ça se passe. Alors, je ne pourrais pas tous les citer parce que je me connais par cœur, je vais en oublier un ou deux. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, il y a une qualité ici, à Limoges, c'est la proximité. Et c'est cette qualité qui fait que demain, si par exemple, dans le cas du projet, j'ai un besoin spécifique, admettons qu'un des participants souhaiterait travailler dans le secteur informatique, je peux facilement contacter quelqu'un et lui dire, écoute, j'ai un besoin, c'est celui-là, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ça, c'est la qualité. Et cette qualité-là, on le constate de plus en plus, elle ne fait qu'évoluer, elle ne fait que progresser. Aujourd'hui, c'est très marrant parce que à la base, tu as beaucoup de réseaux professionnels qui existent. C'est difficile parfois d'arriver à faire la différence entre chaque réseau, tant chaque réseau finalement s'entraide et essaie de faire en sorte que derrière, le développement économique existe sur notre territoire. Et ça, pour le coup, c'est une vraie ambition à la fois d'attractivité et même de QVT, de qualité de vie. Sur le projet, on a quand même fait une bascule. On est parti en fait d'un réseau de partenaires qui était plutôt un réseau de mécènes, c'est-à-dire des gens qui s'engagent au projet parce que le projet les intéresse. Donc derrière, ils vont allouer une subvention à finalement des acteurs qui sont en capacité à la fois effectivement de nous subventionner, mais de s'impliquer dans le projet. Là, en l'occurrence pour un champ de chance, en disant bah, tiens, nous ça tombe super bien dans notre politique RSE ou même dans notre politique de formation. On est en capacité d'accueillir un participant pour une découverte, un stage, une formation contractualisante. Et ça, si tu veux, alors je m'excuse parce que j'ai un toc, je répète toujours si tu veux à chaque fois. Non, mais ça, c'est pas un souci, ça, on en a tous. Si tu préfères, même pour nous, ça a permis en fait de développer des relations qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'on a vu des partenaires s'investir, même y trouver un certain challenge, de se dire attends mais c'est génial ce programme, il faut absolument que je permette déjà en fait à un participant de peut-être découvrir mon entreprise, mais peut-être qu'au sein de mon entreprise, ça pourrait m'aider. D'accord. Peut-être qu'un champ de chance finalement c'est peut-être pas uniquement dédié aux gens éloignés de l'emploi, mais ça pourrait aider aussi des groupes de salariés. C'est intéressant parce que ça met bien en évidence effectivement, et c'est de plus en plus, il ne faut pas croire, c'est pour ça qu'à un moment donné il y a besoin un peu de désacraliser, de déstigmatiser ce monde de l'entrepreneuriat. Non, c'est pas vrai, tout ne se fait pas uniquement par le profit ou des choses comme ça. Aujourd'hui, nombre d'entreprises, quand on prend la peine de pousser leurs portes, d'aller à la rencontre, ont de véritables valeurs. Elles sont pas, enfin, faut pas rêver, hein. C'est pas parce qu'elles vont donner un peu d'argent qu'elles vont en gagner derrière. Au contraire, ça prend du temps. Si derrière elles décident de prendre un stagiaire ou de faire de la mise en relation, ça prend plus de temps que ça ne profite à l'entreprise. C'est vrai. Donc il faut être bien conscient de ça et c'est intéressant qu'un projet comme ça repose sur ce type de relation. Alors d'autant plus que ça va vraiment dans la lignée l'opéra aujourd'hui. Là je parle de la maison opéra, le bâtiment est totalement ouvert aux entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire que, une fois de plus, on n'y va pas que pour entendre de l'art lyrique. Il se passe des choses, des réunions, c'est ça. Hein. Ouais, parce que je crois qu'en fait, on est deux secteurs qui sont très stigmatisés. Dans les conversations, souvent on dit les entreprises, tu vois, ou le secteur économique, et on dit le secteur culturel. Tu sais, comme si c'était deux mondes à part, quoi. Non, en fait, c'est des gens qui travaillent dans différents domaines pour lesquels l'économie se mélange. Culture, sport, TPE, PME, tout ce que tu veux. Donc nous, dans notre registre, ce qu'on essaie de dire, c'est que oui, on a un bâtiment super bien placé, en hypercentre, avec une capacité pour accueillir des événements qui est, je pense à mon avis, très intéressante. Et maintenant, depuis plus de 7 ans, on se dit, mais tiens, on a des propositions artistiques, on a notre programmation, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait de mieux, et c'est ce qu'on aime faire. Mais
pourquoi pas en fait inviter aussi des acteurs économiques à se challenger, à imaginer des événements autres que de la programmation artistique, à peut-être participer à des programmations artistiques. Et c'est comme ça que depuis maintenant, effectivement, 7 ans, on a à peu près une trentaine de dates d'événements qui sont liés plus avec les secteurs économiques et qui sont tout aussi intéressants et tout aussi passionnants. Très bien. Alors j'ai un petit doute, hein, je ne sais pas si quelqu'un Ouais. regarde, je vois qu'il y a des gens qui regardent. J'ai un peu l'impression, j'espère que je me trompe, que ça tourne, qu'il y a une scène qui tourne en boucle sur le générique notamment, qui tournerait. Donc on va voir. Merci si quelqu'un peut me faire un retour, si quelqu'un écoute et peut me faire un retour. Moi, pour moi, ça marche. Donc je sais pas. On va voir. On va continuer l'émission et puis on verra ce que donne le replay. L'opéra, c'est ce projet, mais c'est un ensemble de projets artistiques. Donc là, c'est pareil. Avant d'attaquer la description de ces projets, on va voir une deuxième séquence avec Romuald. Et Romuald, lui, son truc, vous allez voir, donc c'est une séquence qui a été enregistrée suite au travail. Romuald, son truc à lui, c'est les mangas. Sur Facebook n'apparaît pas ce que l'on dit. Bonjour à tous, j'ai 30 ans. C'est arrivé. Je lis des mangas et... En fait, mais j'ai pas vraiment 30 ans. au replay, pas du tout. Mais je me voyais mal commencer Donc mon ça speech m'étonne en un peu, disant je sais pas. bonjour à tous. J'ai 27 ans et demi. Et je lis des mangas. Ça collerait moins, non? C'est moins vendeur. Là, en disant 30 ans, Ce qui passe, les gens se passe disent sur Facebook. Donc je comprends. encore un mec qui fait sa crise de la trentaine. Retour en enfance, tout ça, tout ça. C'est un truc qui pourrait questionner les gens. Ils pourraient s'imaginer qu'il y a un lien. Ça interroge la crise de la trentaine. Ceux qui n'y sont pas s'imaginent plein de choses. Et ceux qui y sont passés font office d'anciens combattants. En mode, je suis l'unique survivant du Battle Royale. Vous voyez ce que c'est? Non? Bon, alors, à votre avis, c'est quoi le problème? Voilà, Romuald, lui, son truc, c'est les mangas. Donc, nous, on va continuer le déroulé de l'émission. Une fois de plus, n'hésitez pas à me dire, à poser des questions, à dire s'il y a quelque chose qui coince sur le direct, etc. Georges, je voulais donc qu'on parle de tous ces projets de l'opéra, les projets artistiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Sur la partie programme vocal essentiellement, ouais. Je pourrais te dire plein de choses, hein, mais j'ai peur qu'on dépasse le cadre d'une heure. Mais si je devais aller résumer un peu Ouais. les ambitions, Ouais, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de l'opéra des gens. oui, Alors, je pense que ça déjà, tu vois, entre guillemets, c'est le fil conducteur du projet aujourd'hui de l'Opéra Limoges. oui, Dans les programmes vocaux, l'une des ambitions, comme on se le disait juste avant, c'est de poursuivre chaque programme et de peut-être et d'en développer d'autres. Donc là, on a parlé d'Opéra Kids, on a parlé d'un chant de chance. oui. L'année prochaine, on va attaquer un nouveau projet qui s'appelle Chant en bus, qui est une extension un petit peu d'Opéra Kids, D'accord. et qui est l'idée, si tu veux, d'aller rencontrer des enfants, mais cette fois-ci en milieu rural. Donc là, encore une fois, un projet assez ambitieux pour lequel Limoges Métropole nous a mis à disposition un bus des transports en commun, bus qui est actuellement à Brive Ah oui. pour être en travaux. Il va être D'accord. aménagé en espace scénique itinérant. Mhm. Et si tout va bien, et tout ira bien, à partir de la rentrée, ce bus-là va venir comme ça voyager à travers 4 communes de l'agglomération pour D'accord. s'installer sur la place publique et faire venir des enfants pour suivre des ateliers de coaching vocal. Un autre projet très important également qui s'appelle Voix Bleue, qui lui a démarré fin 2021. C'est un projet avec des enfants qui ont un syndrome autistique. Ah, d'accord. Super projet. Là aussi, en fait, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on essaie de faire en sorte de jamais stigmatiser Ouais. les participants Mhm. et les gens avec lesquels on travaille. C'est très important pour nous.
Donc généralement, quand on parle d'enfants qui ont un syndrome autistique, on parle d'un public qui est singulier parce qu'il a des qualités comme n'importe quel autre public et pour lequel, effectivement, comme pour Opéra Kids, il y a des ateliers, pas de coaching vocal, mais il y a des ateliers vocaux et dont l'un des objectifs est également, peut-être in fine, d'intégrer les enfants à des programmations ou à des projets artistiques. Comment ça se monte, ça, un projet comme ça avec des personnes atteintes de troubles du spectre autistique? Vous bossez avec qui? Avec les associations? Alors toujours pareil, pour chaque projet en fait, on se réfère à d'autres. Nous, on a nos compétences, on a nos connaissances, mais je pense qu'il y a des acteurs ici dont c'est le travail au quotidien, qui ont des expériences beaucoup plus importantes que les nôtres, même si pour certains d'entre nous, à titre personnel, ce sont des choses qu'on connaît. Donc on se réfère en priorité à eux. Et c'est eux qui nous aident après, non pas à caster, mais à chercher, à connaître, à rencontrer de potentiels participants. Très bien, toujours des projets. Alors il y en a un autre, il y a un autre projet, c'est l'édition d'un livre. Alors ça ne vous suffit pas de chanter, de faire chanter, de recevoir, maintenant vous éditez un livre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, 2020-2021, ça a été la crise sanitaire, donc l'incapacité ou l'impossibilité de mener les projets à terme, en tout cas d'aller jusqu'au bout. Il y a un projet qui devait être présenté en juin 2021, super projet, tu me diras, je ne suis pas très objectif, projet qui s'appelle Pense Bête, dont la musique est composée par Philippe Forger. Et du coup, ce projet-là, en fait, après moult discussions, on s'est dit qu'il y avait un fort potentiel et qu'on pouvait en faire un livre jeunesse. Donc du coup, Alain Mercier, le directeur général, et Eve Christophe, ont commencé à imaginer un casting plutôt sympa. Donc d'un côté, Clément Bernis, qu'on appelle le Poisson, qui est un dessinateur limougeau, qui est juste excellent, qui a contribué à l'identité visuelle de la saison 2021-2022 de l'Opéra. Donc qui a réalisé un ensemble de dessins pour Pense Bête. Claire Bosto, qui est, donc personne ne connaîtra parmi nos éditeurs, mais qui est une écrivain, qui est auteur, avec laquelle on travaille régulièrement sur l'écriture de textes, notamment pour notre magazine de saison, qui donc a rédigé en fait les textes de cet univers. Et bien sûr Philippe Forger, qui a composé la musique. Musique là, qui au moment où on se parle, sur cette semaine, est en cours d'enregistrement à Verneuil, dans un studio. Donc c'est un livre qui va être publié, comment ça va se passer? C'est notre deuxième édition. Alors c'est rigolo parce que pendant la crise sanitaire, il y a eu 2 projets qu'on n'a pas pu présenter au public. Et pour ces 2 projets-là, le réflexe a été d'en faire 2 éditions. Le premier, c'était Les Vanités, et ça a été la toute première édition de l'Opéra de Limoges. Et on en est plutôt très fiers, mais qui a été distribuée, je ne dis pas de manière confidentielle, mais en très peu d'exemplaires. Parce qu'entre guillemets, on est des jeunes éditeurs et qu'on ne connaît pas forcément tout ce métier-là. Et Pense Bête, pour laquelle plutôt on ambitionne une diffusion un peu plus large. On est sur un livre jeunesse, c'est du dessin. Musicalement, c'est très accessible. C'est chanté par des enfants, mais également par des adultes d'un chant de chance. Donc c'est un projet intergénérationnel. Et même si là, comme ça, à la caméra, c'est difficile de te décrire chaque bulle, chaque page, je pense que là, effectivement, on est quand même dans un univers qui sera facile à communiquer et facile à partager. Très bien, on s'en fera l'écho, en tout cas. Voilà, allez, on avance, on continue d'avancer. Il nous reste un petit quart d'heure, un petit quart d'heure, et donc il est temps de passer le dernier extrait du travail qui a été fait sur le précédent programme. Alors c'est le dernier parce elle dit, c'est Judith en fait, et Judith elle va nous parler de la vie sans musique. Alors forcément, sur un projet comme ça, c'est compliqué. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Car si la musique lui est si chère, de la plateforme vocale, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de son âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. Lorsqu'elle passe du temps à faire de la musique, quelque chose dans le temps cesse de passer. La musique alors est le véritable souffle de la vie.
elle en mange pour ne pas mourir de faim. Car la musique, c'est comme l'amour. Il n'y a pas d'heure ni d'endroit pour ça. La musique est la preuve que nous sommes capables de continuer d'aimer malgré tout. Voilà, moi je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord, la musique c'est comme l'amour, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'heure. Voilà, ça c'est dit, je suis assez d'accord. posé. Une fois de plus, c'est vrai qu'à chaque fois vous nous trouvez un peu surpris quand ça s'arrête. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que si j'étais un très bon technicien audiovisuel, je vous aurais fait une petite transition, voilà. Mais surtout, parce que moi je trouve ça fascinant. Je sais à quel point on peut banaliser le travail d'acteur, parce qu'aujourd'hui on mange de la télé tout le temps, et on se dit c'est facile, et puis il y a les téléréalités, tout ça. Non, croyez-moi, c'est pas facile. C'est ce que font là les 3 personnes qu'on en a vues et toutes les autres, ce n'est pas facile. Et il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si elles l'ont fait avec plaisir, parce que bien évidemment elles ne seraient jamais passées devant la caméra si elles ne la faisaient pas avec plaisir, elles ont dû avoir une angoisse terrible, parce que c'est un peu comme se mettre nu devant les autres. Interpréter, c'est se mettre nu devant les autres. Et moi, je suis très admiratif à la fois de leur travail, de ce qu'elles nous montrent là, de ce qu'ils nous montrent. Et je suis vraiment admiratif du travail d'Ève et de toute l'équipe, parce que croyez-moi que pour accompagner des gens dont ce n'est pas le projet initial à faire des choses comme ça, eh bien, il faut avoir un sacré talent. Hein. Franchement, chapeau. Donc, je compte sur toi pour remercier Ève et Thomas donc, du travail qui a réalisé, parce que c'est des boulots vraiment importants. Alors, il y a d'autres projets, les projets de la plateforme vocale de l'Opéra. Qu'est-ce que c'est que ces projets? Dis-moi. Alors, justement, tu me tends une perche. C'est vrai que là, on parlait de Thomas et d'Ève parce qu'on prenait exemple sur les 2 vidéos, mais effectivement, tu as une équipe projet de 4 personnes. Ouais. Si on devait les nommer, tu as Linda, qui est l'assistante coach vocale, qui contribue également à mener des ateliers. Alors, Linda, elle travaillait plus sur Opéra Kids, et elle travaillait plus en lien avec l'éducation nationale et certaines écoles. D'accord. Et tu as également aussi une ressource pour nous qui est indispensable, c'est Soraya. Donc Soraya est arrivée fin 2021, c'est ce que nous on appelle une assistante de production. Donc une assistante de production, c'est une personne qui va à la fois travailler sur des aspects un peu administratifs, conventions, contrats, mais qui va surtout, si tu veux, faciliter l'organisation des programmes. C'est elle qui va faire le lien notamment, en plus d'Ève, de Linda, qui va faire le lien avec les familles, avec les enfants, avec les adultes, pour faire en sorte que les plannings sont OK, etc. Donc pour nous, c'est ces 4 personnes. De fond, ça. Exactement. Ouais, c'est le vrai boulot de fond. Exactement. Et puis tu l'as aussi bien dit, c'est un peu comme en sociologie, tu sais, on parle de l'attention flottante. C'est cette idée selon laquelle, quand on est sociologue, on ne s'arrête jamais finalement de réfléchir sur son sujet. Et que de temps en temps, sous la douche. Et je pense que pour les artistes, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a jamais de pause véritablement. Et sur des programmes comme ceux-là, vraiment pour le coup, je pense surtout à Ève, parce que elle est à la fois dans la gestion, dans la coordination, dans la création, donc je pense que c'est protéiforme. Finalement, tu ne t'arrêtes jamais de travailler. Donc oui, tu as raison, l'engagement est total. Sur les projets de la plateforme, si on devait les ramener comme ça, les synthétiser assez facilement, aujourd'hui, tu en as 3 qui vivent, qui font partie intégrante de l'activité. C'est effectivement Opéra Kids, Un chant de chance et Voix bleue. Donc notre objectif, à nous, dans un premier temps, il est de stabiliser ces projets-là, et à l'intérieur des projets, de développer les actions en fait, qui existent, et les projets artistiques. Donc dans les projets artistiques, on a fait référence là, cette année à l'édition Jeunesse Pense Bête, mais il en existe plein. Il y a la programmation d'opéra, des opéras, des concerts, etc., pour lesquels les participants sont intégrés. En plus de ces 3 projets, il y a 2 autres projets en développement, qui sont effectivement Chante en bus, qui est ce projet qui est sur le papier, si tu veux, génial, mais à la réalisation, qui demande énormément d'énergie. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'exemple en France d'un opéra qui serait allé chercher un bus des transports en commun en se disant, tiens, si je prenais un bus des transports en commun, j'en fais une scène, bon, ça c'est
l'a déjà vu, Ouais. mais je vais aller comme ça dans l'agglomération pour aller chercher d'autres publics et avoir des ateliers en plus, comme ça, pour repérer de nouveaux talents ou même avoir juste le plaisir de travailler avec d'autres types de publics. Donc ça, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, Un truc qui est important que tu dis, tu l'as passé juste comme ça, ouais, je ne sais pardon. pas si les gens l'ont entendu, c'est que des personnes qui participent à ces actions-là Ouais, peuvent participer à des spectacles. tout à fait, Voilà. oui, C'est effectivement. important ça. C'est important. Depuis le début, en fait, on part du principe que dans les participants, il y a aussi des talents, il y a aussi des gens qui ont un matériel vocal qui est incroyable. Ouais. Donc on ne s'interdit pas. Et de toute façon, euh, on part sur l'idée que c'est un groupe. Donc quand on prend le groupe et qu'on l'intègre après à une production artistique, l'une des volontés, effectivement, c'est d'intégrer tout le groupe. Mais au sein de ce groupe-là, tu as également des talents. Et comme pour n'importe lequel des artistes, de temps en temps, ça fait l'objet de casting ou de choix artistiques de dire ah ben tiens, cette voix-là, elle peut intéresser cette mise en scène, elle peut contribuer en fait à cet ensemble-là. Et donc depuis la création d'Opéra Kids, ça a été le cas chaque année. D'accord. Il y a effectivement un enjeu artistique pour le groupe, Bien sûr. et puis il y a aussi différentes opportunités auxquelles des participants peuvent C'est bien, contribuer. c'est très valorisant et puis on va au bout de la démarche, quoi. Ouais. Je t'ai pas parlé d'un dernier projet. Alors Ouais. là, pour le coup, t'as Ouais, vu, c'est moi vas-y, qui suis non, bavard. mais Je pense qu'on va on a laisser le temps. tourner la caméra. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est le 5e projet, et je pense qu'il rejoint un peu une des discussions qu'on a eues au début. On a un projet en fait avec la Banque Tarnot, Ouais, qui est vraiment, là pour le coup, un vrai projet de développement. On prendra le temps de le mettre en œuvre, qui est de travailler en fait avec un groupe de salariés qui seraient intéressés. Donc là je te parle de quelque chose qui est vraiment balbutiant, qui Ouais. est tout nouveau, ouais. et qui est vraiment en construction. Mais Mhm. l'un des objectifs serait notamment, à terme, de rencontrer les salariés et de voir parmi eux lesquels seraient intéressés pour suivre des ateliers et pourquoi pas monter une chorale. D'accord. Alors pas une chorale, tu sais, comme on peut le voir dans certains films, quelque chose de cheap et Ouais, qui serait là uniquement pour le 21 juin et les Ouais. fêtes de fin d'année, ouais. mais pour le coup vraiment d'avoir à l'intérieur la même ambition qu'on peut avoir au sein du programme Un chant de D'accord. chance. D'accord. D'ailleurs, je pense que l'un dans l'autre, je pense que c'est plus une continuité du programme Un chant de chance Ouais. qu'un projet ou un programme à part. D'accord. Donc voilà, quand je te dis qu'il est en construction, c'est que on est vraiment au début de la discussion avec Mhm. la Banque Tarnot, même si on a beaucoup avancé, mais typiquement, voilà un exemple, tu vois, qui nous intéresse, voilà un exemple de ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui. Très bien, très bien. On vous l'a dit, on vous l'a dit. Vous pensez, on vous dit l'opéra, vous pensez. Non, 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 il se passe plein de choses. Alors, on va terminer sur un point, oui, parce qu'on se rapproche de la fin. Cette histoire de mécénat. On va parler du mécénat parce que le mécénat, l'opéra, c'est historique. Ça a toujours, enfin, de tout temps, même si je ne suis pas un grand historien de l'art, les deux notions ont souvent été adossées. Quelle est déjà la différence entre le partenariat et le mécénat? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi la différence? C'est la posture qui n'est pas la même, c'est quoi? Alors, techniquement, si tu veux, les gens souvent te parlent de sponsoring ou de mécénat. Donc, Ouais. de sponsoring, c'est j'ai une collaboration, j'ai un partenaire, et l'échange va être plutôt sur de la valorisation d'image. Entre nous, c'est tout ce que je déteste. Ouais. Pour moi, si tu veux, la collaboration, alors j'utilise le mot mécénat parce que c'est le plus facile à comprendre, mais la collaboration, en fait, elle va plutôt se juger dans les contreparties que chacun d'entre nous, on peut s'apporter. Ouais. Oui, effectivement, l'une de mes volontés, c'est de lever des fonds, parce que ces fonds, en fait, vont permettre de développer des projets, comme ceux qu'on a évoqués ce soir, Ouais. et qui sont pour moi des projets, en fait, je dis pas d'intérêt public, mais qui Ouais, sont des projets... un peu, bien ouais, sûr, qui bien sont des sûr, qui ont projets... une vraie place dans l'environnement citoyen, c'est etc. clair. Ouais. Et qui sont essentiels. Et Ouais. ce sont des projets, en fait, qu'on fait d'abord pour les autres. On ne les fait pas pour nous. Donc oui, le mécénat, en fait, il va permettre de développer ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la politique de recherche de financement complémentaire à l'Opéra Limoges, elle se situe à cet endroit-là. Que ce soit du côté des finances publiques, quand on répond à des appels à projets pour la région, pour le contrat de ville avec la ville de Limoges et Limoges Métropole, c'est ce type de projet, en fait, qu'on va vouloir développer. Dans la politique de recherche de financement de l'Opéra Limoges, si j'ai voulu qu'on aborde cette question-là, c'est que souvent, c'est un sujet un peu, pas tabou, mais c'est un sujet un peu étrange.
les gens ont du mal à comprendre pourquoi, en fait, alors qu'on est financé, alors qu'on Oui, c'est ça. on a un budget de fonctionnement qui est quand même assez élevé, pourquoi on va aller chercher comme ça lever des fonds? Alors je vais te répondre. D'une part, en fait, avec le réseau économique local, le nôtre, l'ambition n'est pas tellement de lever des fonds importants, l'ambition va être de lever des fonds pour contribuer à des projets, mais surtout faire intégrer le secteur économique à ces projets. Je pourrais te citer une liste très longue d'acteurs économiques qu'on connaît, aussi bien dans la restauration, dans la construction, dans l'hôtellerie, qui aujourd'hui sont investis dans des projets parce qu'ils sont rentrés par le prisme du mécénat, mais à une échelle somme toute relative, mais qui est très importante, mais surtout parce qu'ils y ont mis de leur propre énergie. Et derrière, moi, mon challenge chaque année est de répondre à des appels à projets auprès de fondations pour aller capter, là, pour le coup, des fonds plus importants et effectivement contribuer au développement économique de ces projets-là. Et ce qui est rigolo, après je m'arrêterai là, mais c'est que même au niveau de ces fondations, on a réussi le pari. C'est de faire en sorte que, alors je lève la tête parce que je regarde la région parisienne, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est un peu, un peu là-haut. Je suis un peu là-haut. On a réussi le pari aussi, là, à cet endroit-là, de les associer différemment. C'est-à-dire qu'on est passé d'un échange purement technique et administratif de je réponds à un appel à projet, réponse binaire, oui, non. Je réponds à un appel à projet parce que c'est l'Opéra Limoges aujourd'hui. Bon, parfois c'est non, mais je reste impliqué dans le projet. C'est le cas avec la Fondation Bettencourt, c'est le cas avec la Fondation Orange, vraiment pour lesquels on a des échanges qui dépassent largement, si tu veux, la simple gestion de projet. Effectivement, Donc, non. Mais aujourd'hui, je suis forcé de dire aussi que parfois, ça a une certaine limite et que maintenant, surtout en 2022, je suis rentré dans une nouvelle démarche, comme j'avais pu le faire en 2015, de renouveler un petit peu le portefeuille de partenaires, parce qu'on a ce réseau-là, il est là, il reste, mais parce que j'ai aussi envie quelque part que les projets se développent. Donc j'aurais besoin, dans tous les cas, de cette aide et de ces collaborations-là. Très bien. Oui, tout est réfléchi, hein. Rien n'est fait au hasard. Au hasard. Et effectivement, visiblement, pour l'instant, ça a l'air de porter ses fruits. Alors on arrive au bout de l'émission. Il nous reste 3-4 minutes. La dernière question, c'est toujours une question qui vient, on ne sait pas d'où. Voilà. Moi, je serais assez curieux de savoir où se voit Georges Ottavy d'ici 5 ans et d'ici 10 ans. Waouh. Alors, est-ce qu'il se voit à la même place déjà, toujours à Limoges, un retour en Afrique, je sais pas, voilà. Je sais quoi te répondre. C'est pas tellement une ambition personnelle, mais pour reprendre le début de l'entretien, c'est une ambition collective. Je serais ravi d'être toujours au sein de cette équipe parce que je suis convaincu que d'ici 5 ans, c'est cette même équipe qui permettra à l'Opéra d'encore et encore franchir des paliers. L'objectif pour moi, il n'est pas tant personnel, mais il est vraiment dans la réussite du projet. C'est 1, l'Opéra des gens, 2, les travaux du bâtiment. J'y crois et je pense qu'ils sont juste importants. Et 3, si je devais rajouter quelque chose, c'est quand je vois aujourd'hui le potentiel que l'on a en équipe, quand je vois en fait ce qu'on est capable de construire, quand je vois ce qu'on a été capable de dépasser, je me dis ouais, quand même ça vaut le coup de rester là encore 10 ans pour voir ce qu'on sera capable de faire plus tard. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Georges. De rien, avec plaisir. Merci. Dans 10 ans, ça vaut le coup de rester là, alors à tous les niveaux, hein, à l'Opéra, à Limoges, en Nouvelle-Aquitaine, ça vaut le coup de rester là. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de rester là les bras croisés, hein, je compte sur vous. Il s'agit de rester là en faisant des choses et en participant. En tout cas, merci beaucoup Georges, j'ai passé un très bon moment. J'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à partager l'émission. Dès ce soir, elle va être disponible en replay. Hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de passer, je vois bien les journées se rallongent, donc à 7 heures, c'est un peu compliqué. Mais je sais que vous venez sur les replays. La semaine prochaine, on va être dans un univers complètement différent. Même si on va parler d'insertion, on va parler des GEC, des groupements d'employeurs, d'insertion et de qualification. On aura directement la Nouvelle-Aquitaine ici. Ben oui, parce que dans ce salon, il y a des gens de Limoges, il y a aussi des gens de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire d'ailleurs. Voilà, ben je vous remercie beaucoup. Georges, à la prochaine. Et puis, n'hésitez pas à nous faire passer des infos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.